Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Radio taxifm.com, la Gazette du Togo.com également sur YouTube. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours, on a appris qu'il y a un consortium de journalistes d'investigation qui a été mis en place au Togo. Ferdinand, vous êtes le conseiller de ce consortium. Pourquoi une telle initiative aujourd'hui? Il semble que l'investigation, c'est la discrétion. Et quand vous révélez à tout le monde que vous allez investiguer, que vous viendrez nettoyer nos maisons, est-ce que vous êtes sûr qu'on les ouvrirait finalement? Oh, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'on va rentrer dans les maisons des gens, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'aller vers de telles organisations parce que le journalisme à venir aujourd'hui, c'est le journalisme d'investigation. Si vous faites bien l'analyse, vous verrez qu'aujourd'hui, la presse ou les journalistes en général, on n'a plus d'emprise sur l'actualité. Les réseaux sociaux nous ont pris l'actualité. Ah oui, ils ont tout avalé. Hein. Oui, quand vous êtes, il y a encore 4 ou 5 ans, quand vous avez une information, vous mettez ça dans le placard et puis vous dites, bon, demain, vous serez la première personne à donner l'information. C'est un scoop. Aujourd'hui, on n'a plus de scoop. Et donc, on n'a plus d'emprise sur l'actualité. C'est beaucoup plus les réseaux sociaux. S'il se passe quelque chose d'apparent, dans les secondes qui suivent, tout le monde est au courant le nez. Et donc, c'est une perte énorme pour la presse. Et face à ces menaces des réseaux sociaux, il faut quand même trouver des moyens ou des alternatives. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le journalisme c'est l'avenir et c'est la raison qui a motivé la création de ce consortium. Encore que bon, on voit bien qu'en Afrique ou beaucoup plus en Afrique francophone, le journalisme d'investigation n'est pas suffisamment développé et donc la seule chose sur laquelle le journaliste peut aujourd'hui être différent des autres, c'est l'investigation, c'est révéler ce que les autres ne peuvent pas révéler. C'est pour ça que il a été jugé nécessaire aujourd'hui d'aller sur ce terrain. Abi, vous êtes, il me semble, le vice-président, le secrétaire général, excusez-moi. Et vous voulez ajouter un commentaire? Non, je crois que le confrère a tout brossé. Il faut faire la différence. Et c'est au-delà du fait que les réseaux, les nouveaux moyens de communication sont en train de damer le pion au journalisme classique. Il y a aussi, particulièrement dans nos milieux, la politique qui n'enchante pas tellement, qui est tellement sclérosée que il n'y a plus de scandales à révéler en politique, quoi. C'est-à-dire, on ne sait plus de qui parler, qui est mieux que qui devait faire quoi, il n'a pas fait, tout ça là, c'est dans le même panier. On préfère regarder dans les grandes sociétés, c'est par où passe l'économie, c'est-à-dire là où on peut faire la différence, quoi. Donc c'est ça. Bon, quand tu demandes, tu voulais savoir si en s'affichant, si on ne se limite pas, c'est très faux. Même si on n'avait pas créé ça, tout le monde savait que d'abord on est journaliste, que notre présence dans certains milieux peut être suspect. Donc on fera dans la mesure des moyens. On a pris assez de temps pour réfléchir. Je pense que ce n'est que le début. Je crois que vous allez aussi nous accompagner. D'accord, très bien. Bonjour à Fabrice Petit. Bonjour à toi Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir rejoints. Loïc aussi qui est en train de s'installer. Je voudrais que nous démarrons le magazine de ce matin avec... Laisse-moi d'accord, très bien, allez-y. Excusez-moi. Allez-y. Oui, bon, je voulais dire félicitations aux confrères quand même qui ont mis sur pied cette association. Il faut dire que bon, on ne fait pas l'investigation, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est obligé d'être investigateur. Hein. Bon, dans le journalisme, il y a beaucoup d'atouts. Et donc, tout le monde ne peut pas se jeter dans l'investigation. Il faut d'abord de la volonté. C'est comme les journalistes reporters de guerre. Tout le monde ne peut pas être journaliste reporter de guerre. Il y en a qui vont se limiter au petit reportage des quartiers et tout cela. Donc félicitations confrères. C'est vrai que par rapport au fait que l'association est née, on connaît ce qui figure là-dedans. Sur l'investigation, il y a deux écoles qui s'affrontent pratiquement. Hein. Il y a certains qui estiment que un journaliste d'investigation, ça doit se faire très discret. Oui. Mais il y a d'autres écoles qui contestent un peu cette méthode, qui dit qu'elle est plutôt dangereuse.
C'est-à-dire que, et parfois on cite même l'exemple des gens comme Guy André qui fait, c'est-à-dire vous faites du journalisme par immersion, vous allez vous confonder à des gens et bon, on ne sait pas que vous êtes journaliste, mais quand on le sait, c'est dangereux pour vous. Mais il y en a qui estiment que bon, vous pouvez aller dire bon, voilà, je suis journaliste, mais ça c'est un peu plus dans les pays développés où quand même l'obligation est faite aux institutions de ne pas faire de la rétention de l'information et tout cela. Mais dans le cas du Togo, je crois que la première école semble avoir un peu raison, parce que même quand vous vous présentez simplement comme un simple journaliste dans certains milieux, tout de suite les choses changent. Vous êtes haï. Pas haï forcément, mais les regards changent, on se méfie de cela. Et maintenant, quand vous dites que vous faites de l'investigation, tout de suite, vous risquez à un moment donné que personne ne vous adresse la parole, parce qu'on ne sait pas exactement si vous êtes en train d'investiguer ou alors si c'est une causerie à bâton rompu. Donc pratiquement, il y a des écoles qui s'affrontent là-dessus, mais bon, mais je crois qu'il vaut mieux s'afficher et qu'on sache ce que vous faites, parce que quand vous y allez par immersion, quand on vous prend également, c'est comme ça, on vous étouffe dans le silence et on ne saura pas qu'est-ce que vous faisiez exactement. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé à notre confrère Guy André Kiffer. Bonjour Loïc. Bonjour Eric. Vous voulez ajouter un mot à ce sujet où on passe à la traque de carburant frelaté? Je voulais dire juste que non, mais tu veux pas comme tu voulais pas parler. Allez-y Loïc. Je voudrais saluer, non, il faut saluer l'initiative en soi, même si comme on dit, toute initiative ou toute œuvre humaine est critiquable. Je crois qu'il y a beau, moi je porte assez de réserve. Je trouve que déjà, en tout cas certains, que ce soit Ferdinand ou Abi ou trucs là, font déjà dans l'investigation, ils essayent déjà de faire de l'investigation. Maintenant, pourquoi constituer cela en une association? Parce que je me dis peut-être effectivement, mutualiser les forces. Non, effectivement, les meilleures enquêtes, en tout cas ressorties, par que ce soit des émissions que nous suivons sur des chaînes comme France 2 ou TF1, les enquêtes impossibles, je ne sais pas, et tout ça. Et c'est souvent, ça se fait, quand le dossier est sensible, effectivement, ça se fait dans une discrétion totale. Et quand tu vois dans Envoyé spécial, parfois c'est avec des caméras cachées, oui, que c'est filmé, des caméras amateurs. C'est vrai que nous sommes à un état assez embryonnaire, assez primaire. Et comme déjà, à travers le titre de journaliste, on a des soucis déjà pour avoir les simples informations ordinaires. Alors quand il y a une association avec des noms, tout ça, publié, rendu public, bon, je me dis, bon, écoutez, et bien que l'initiative est louable, mais il y a quelques hic, parce que je pense que les confrères que je respecte beaucoup, et je pense que ils pouvaient le faire. Pour moi, ça pouvait se faire, on pouvait se constituer, mais de manière informelle ou en sourdine. Ouais. Et ça va être encore plus efficace. Maintenant, il y a aussi, j'ai suivi le président de l'association qui parlait de comment peut-être avoir, il y a aussi peut-être cette envie d'être formel pour chercher aussi les moyens d'investiguer. Oui. Parce que pour investiguer, c'est des moyens. Et peut-être qu'il y a des partenaires qui auront envie de comment vous appelez ça, d'apporter des soutiens, de quelques soutiens. Mais quand tu vois même au niveau international, depuis le Panama Papers, comment les consortiums des journalistes d'investigation et consorts, il n'y a pas forcément, à mon avis, à s'associer, à rendre ça aussi formel que ça. Pour moi, c'est bien, mais dans un autre pays où la démocratie est encore balbutiante, on pouvait être un peu plus discret et plus efficace, à mon avis. Ferdinand. Non, je crois que moi je suis pour la deuxième école, parce que la discrétion c'est le danger pour le journaliste, parce que si on vous assassine, personne ne sait pourquoi on vous a assassiné. Ça c'est très important. On a vu le cas que vous avez souligné, il y a bien d'autres cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens préfèrent que les journalistes s'affichent que d'être des agents de renseignement, parce qu'ils sont très en danger quand ils sont des agents de renseignement. Et vous allez constater que de plus en plus il y a d'organisations de journalistes d'investigation qui se créent. Ce week-end il y a eu le réseau qui a été porté au Burkina, où même Maxime est allé, je crois qu'il doit être déjà rentré ce matin, qui est le réseau ouest-africain
des journalistes d'investigation appuyés par l'ONUDEC contre les crimes et le trafic de drogue et tout ça, et avec le département d'État américain. En novembre, il y aura le congrès mondial des journalistes d'investigation en Afrique du Sud. Et même là, vous savez que quand vous suivez même les chaînes sur le plan international, Cache Investigation, tout le monde sait que Lucie fait de l'investigation. Elle va partout, à visage découvert. Mais elle n'opère pas de la même manière, parce que dans le journalisme d'investigation, il y a les lanceurs d'alerte, qui sont des gens qu'on ne connaît pas, qui prennent des dossiers, qui mettent à la disposition des journalistes, qui eux, après, essayent de faire des recoupements pour vérifier tel endroit, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, à Lomé ici, lorsqu'on a fait le travail sur le Panama Papers, on a interrogé les gens à Lomé ici qui ne voulaient pas parler, on a interrogé des gens dans leur réseau au Ghana qui ont parlé. C'est-à-dire que nous n'avons pas interrogé directement les gens au Ghana à partir du Togo, mais nous avons utilisé des journalistes ghanéens pour interroger les mêmes personnes au Ghana et avoir l'information qu'on n'a pas pu avoir à Lomé. Ça veut dire qu'on a plusieurs méthodes pour pouvoir recouper l'information et travailler. Bon, on va pas de la divulguer à l'antenne quand même. Et plus on est en réseau, plus c'est efficace. Et puis, comme Loïc l'a dit, le journalisme d'investigation, c'est beaucoup de moyens. Et il faut des projets, il faut avoir les sujets qui intéressent un certain nombre de personnes pour pouvoir avancer. Alors, on va aller, l'un des grands sujets que nous avons retenu pour l'émission de ce matin, c'est par rapport à la traque des carburants de contrebande, parce que il convient de l'appeler ainsi, parce que beaucoup nous ont dit que ce n'est pas du mauvais carburant en tant que tel, mais c'est le trafic qui est prohibé. Le week-end, Pascal, a été un petit peu noir et beaucoup de confrères cette semaine sont revenus sur le sujet. Quel commentaire vous en faites, Fabrice Fekezi? Oui, mais c'est vrai que par rapport au carburant illicite qui fait vraiment une concurrence rude aux stations d'essence qui sont formelles et qui payent les impôts, je crois qu'il y a une guerre comme cela. Je crois savoir qu'il y a quand même ces stations-là, ou du moins ces grandes compagnies s'organisent quand même à mettre quelque chose de côté pour pouvoir permettre aux agents de sécurité d'aller sur le terrain et de traquer les vendeurs, même si officiellement on avance un argument qui est également justifié, celui du danger que cela représente quand ça s'opère d'une manière informelle. On a vu à plusieurs reprises des maisons prendre feu parce qu'on a stocké du carburant par ici. Et donc je crois que généralement, c'est sur ce côté-là, on ne met pas trop en avant le côté concurrence avec les stations d'essence qui sont formellement reconnues, mais on met plus l'accent sur l'insécurité que cela représente pour la population. Vous avez un voisin qui vend du carburant comme cela et vous pouvez ne pas savoir, et puis un matin quand les flammes partent, rien n'est sûr que ça va se limiter à sa clôture. Et donc à un moment donné, il y a cette opération entonnoir. Il faut reconnaître que même si ils ont quand même l'autorisation de traquer, de combattre ce phénomène, les moyens utilisés, ou du moins la manière de le faire, n'a pas toujours été bien appréciée aux yeux de l'opinion, parce que parfois on a l'impression qu'il y a un peu un zèle qui accompagne cela, les courses-poursuites, et généralement ça se termine comme ce qu'on a vu ce week-end. Oui, sauf que cette fois-ci c'est dans l'autre camp. Oui. C'est les policiers, ou du moins c'est les gendarmes qui étaient en mission, qui ont perdu leur vie, alors que généralement parfois c'est le véhicule qui transporte qui va heurter un poteau électrique ou je ne sais quoi, il y a des décès. Donc maintenant il va falloir vraiment, on ne peut pas leur dire d'arrêter de les traquer puisqu'il faut le faire. Ce n'est pas, on parle d'illicite, donc il y a à combattre cela. On ne peut pas dire que parce que c'est difficile on arrête, mais maintenant il faut vraiment réfléchir, voir quelle serait la meilleure des méthodes pour pouvoir faire ce travail-là sans qu'on ne puisse avoir des pertes en vies humaines. C'est un peu comme même les infractions dans la rue. Je crois qu'ailleurs, bon, c'est vrai que notre pays n'est pas encore très développé pour qu'on dise qu'on a des caméras, ou alors on peut relever juste le numéro et on sait où vous trouvez. Et ce qui fait que parfois les gendarmes ou les policiers sont obligés de vous poursuivre parce qu'ils savent que même s'ils ont votre numéro dans ce Lomé-là, rien n'est sûr qu'ils vont vous retrouver dans un ou 2 mois. Mais dans la mesure où ça entraîne des pertes en vies humaines,
que ce soit du côté des trafiquants que du côté des forces de l'ordre. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir pour trouver la meilleure méthode. Et comme le confrère Liberté nous renseignait mardi dernier, 2 policiers morts et 3 blessés dans la traque d'un véhicule transportant de l'essence. Il semble que le nombre de décès est porté à 3 maintenant. Et puis il y a 3 autres personnes grièvement brûlées vendredi dernier à Nikonakwe. Abi Alpha, pour vous aussi, il va falloir étudier la méthode de traque des services de sécurité. Je crois que cette histoire de traque de ce qu'on appelle le boudin, c'est une fausse mission. Comment une fausse mission? Oui, c'est une fausse mission, elle ne vaut pas la peine. Je vous donne un petit exemple. D'abord, le fait qu'on dise que c'est du boudin, que c'est du carburant frelaté, c'est un faux débat. C'est du frelaté que nous tous nous consommons, ça c'est clair. Je vous ai dit, au moins 5 mois avant. Oui, quand on se sert au bord des voies, oui, c'est du frelaté. Oui. Non, c'est frelaté. Quand le mot frelaté, c'est par rapport à la qualité du produit. Je dis que c'est de mauvaise qualité que nous tous on consomme. Ce que nous consommons, ça c'est clair, ça ce n'est pas un secret, c'est pas aujourd'hui qu'on en débat, Erika. Vous savez mieux que moi que c'est pas le port de pêche, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas le port de pêche que le frelaté vient par la mer. C'est pas le port de pêche, le peu de commandes qui vient officiellement vient par le port, le quai normal. Mais la grande partie sort notamment par le port de pêche et ça va en citerne dans beaucoup de stations d'essence. Ça là, ce n'est pas un secret. Moi je dis, je prends un exemple. Quand vous allez dans mon milieu, à Padalé jusqu'au dernier village avant Bafilo, tu n'as pas de station d'essence. C'est-à-dire dans la région centrale, à Padalé jusqu'au, je ne sais pas si dans les Héridés, s'il y a une station d'essence. Donc si à l'Héridé même n'a pas d'essence, ça veut dire que après ce codé, tu vas faire presque 110 km à l'entrée de Bafilo avant de trouver une station d'essence. Je dois vous comprendre. Oui. Il y a seulement 1 an que le Burkinabé Soumayaf a installé sur la montée au début de la descente du ravin de Bafilo, une station d'essence Soumayaf. Seulement à peine 1 an. Bon, ce cordon-là, cette population, les gens vont se débrouiller comment pour s'alimenter, un exemple. Donc il faut que les gens pensent à comment redistribuer les cartes. 1. Secondo, quand tout le temps on nous dit du boudin, les gens musclent derrière de pauvres citoyens qui veulent se débrouiller. Dites-moi, quel jour vous avez vu quelque part, on vous a montré à la télé, les forces de sécurité en train de détruire du mauvais carburant qu'ils ont arrêté? Non, donnez-moi un exemple. On a vu de la cocaïne, quand on arrête, on va au champ de tir, il y a plusieurs endroits où officiellement est filmé. Bon, tu veux qu'on brûle du carburant? Non, s'il vous plaît. Là, on va endommager l'environnement. S'il vous plaît. Ce n'est pas de bonne qualité, ça gâte les engins, ça fait tout ça là. Moi je suis sur le dossier du mauvais carburant qui sort par la mer actuellement. On n'a pas encore publié l'aspect là, mais si on te donne les chiffres de comment ça décime le parc auto au Togo, avec les privés, avec les grandes structures, vous inquiétez là-dessus. Ça fait froid. J'ai déjà fini ce que je n'ai pas encore publié. Donc ça veut dire que quand on dit frelaté, ce n'est pas bon, ça gâte les engins, ça gâte. Tu comprends, non? Oui. Maintenant, quand on prend ça, qu'on nous passe ce soir à la TVT un seul tournage où on a détruit le produit qui est, parce qu'on dit qu'il est frelaté, qu'on ne se trompe pas. Oui, mais on peut détruire. Mais on ne peut pas détruire du carburant. On l'enterre. On ne peut pas détruire du carburant. Abi, s'il vous plaît. Les véhicules des soldats ont des antivirus ici pareil. Ah, donc les véhicules des soldats détruisent ça. Donc vous m'avez aidé, merci beaucoup. Donc moi je pense qu'il faut repenser ce système-là. Surtout que ça commence pas à faire des victimes. Tout récemment, à peine 1 an, c'était à Hébert, au moins 3-4 personnes ont perdu la vie là-bas. Il y a quelques mois, c'est à Agua ici, un jeune est parti. Pas plus tard qu'il y a aussi un an vers Bassar. Il y a aussi c'est-à-dire ce combat même a entraîné un échange de tirs et les gens en sont morts. Parmi eux aussi des forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est 3 policiers qui sont déjà mortes au niveau du contournement parce que dans la journée, on est venu faire, il y a quelques jours avant, on est venu faire la traque. Après, les gens sont revenus et dans la course-poursuite, vous savez ce qui s'est passé. Il y a encore 2 blessés graves qui viennent d'être même évacués. Bon, donc,
quand tu revois tout ce schéma-là, tu te dis, est-ce que c'est un combat qui vaut la peine? Si au niveau des garnisons, les gens n'ont pas le carburant pour les voitures, comme budgétise ça correctement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ça puisse continuer comme ça. Et puis quand tu vois le zèle avec lequel on poursuit ces jeunes-là, tu te dis que mais ça n'a rien à voir avec une quelconque qualité ou bien ce que les gens veulent retirer quelques litres pour leur consommation personnelle. Ah, c'est comme ça. C'est un peu triste. D'accord, merci beaucoup Abi Alpha. Oui, Loïc, sur ce sujet de la traque, on est presque unanime hein, quand on lit les journaux cette semaine. La presse est unanime sur le sujet. Il faut revoir la méthode de lutte. Oui, puisque trop de blessés, trop de morts, il faut le dire. Pour cette histoire de carburant piraté, je crois que l'objectif, ce n'est pas ça. Quand il faut combattre, le gouvernement veut combattre le carburant illicite, c'est ça. Et il faut le faire autrement, et pas forcément avec les muscles. Il y a l'opération Entonnoir 1, Entonnoir 2. Oui, mais tout ça n'a pas marché. Maintenant, il faut vraiment réfléchir à des méthodes. Je ne sais pas quelle méthode ou quelle formule il faut trouver à ça, parce qu'il y a des pays voisins comme le Bénin qui ont tout fait pour éradiquer cela. Ça n'a pas été facile, ou carrément ça a été impossible. Yaïbouni carrément a dû les reconnaître parce qu'ils ont dû organiser une association, s'organiser en association et reconnue par l'État. Bon, nous, ici, on dit on peut arriver. Mais moi, je dis, il n'y a qu'une seule solution ou deux à ce problème. C'est de trouver du boulot à ces jeunes-là. À défaut de leur trouver du boulot, donner-leur de l'argent, ils vont faire d'autres commerces. Cette activité, quand on interroge les jeunes, elle est juteuse. Oui, justement. Oui, ça va être compliqué quand même de la détourner de cela. Non, justement, elle est juteuse, mais l'argument principal des jeunes, c'est que nous sommes au chômage. Nous n'avons rien à faire. Oui, mais en même temps, donc on dit aux jeunes, pour comprendre que c'est pas vrai. Non, hein, oui, et quand ils le disent, non, il y en a qui, sincèrement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres activités. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'issue. Et c'est pour ça qu'ils le font. Mais il y en a qui, les gros, les fournisseurs, eux, c'est devenu pour eux, ils sont devenus des pétroliers. Si je peux le dire comme ça. Ah oui, mais. Ah ben oui, parce qu'on a dit qu'il y a même des officiers de l'armée, j'en sais absolument rien. On le parle. L'exemple, moi je ne sais pas s'il y a des officiers de l'armée ou bien s'il y a des officiers, en tout cas des gouvernants qui sont dans le réseau. Mais ce que je sais, c'est que des officiers de l'armée, tout comme des fonctionnaires de l'État, s'approvisionnent en boulet. C'est-à-dire, on ne peut pas être en tant que rien que pour la moralité. Même les policiers, hein, oui. Garer sa moto ou sa voiture devant un vendeur de boudet, payer du carburant et après aller en réunion pour dire qu'il faut traquer les carburants. Ou après aller au bureau et envoyer des éléments pour dire allez les traquer les jeunes. Ce n'est pas normal. Donc pour moi, si on doit combattre cela, d'abord ça commence déjà par le prix à la pompe du carburant. Il faut réduire. Le prix à la pompe du carburant doit, pour se battre contre ça, il faut que le prix à la pompe au carburant soit plus bas que leur prix de vente. Entre-temps, quand il y a une diminution du prix de carburant, ils ont disparu. Et ils ont disparu. Entre-temps, quand le prix était arrivé à un niveau plus bas que le leur. Parce qu'à l'international, le coût du baril... C'est pour ça que j'ai dit, si le gouvernement est sincère dans sa lutte... Est-ce qu'ils achètent les barils? Si le gouvernement est sincère dans sa lutte, ça c'est une piste. Si on me dit qu'on ne peut pas trouver du boulot aux jeunes, ça c'est une des pistes. Et ça arrangera tous les Togolais. En général, sauf peut-être jamais pour les Mécalizou qui ne sont jamais d'accord contre l'augmentation la diminution du prix du carburant. C'est pour blaguer. Donc, ça arrangera tous les Togolais. Ils mettent l'eau dans leur véhicule. Maintenant, pour dire, pour l'autre aspect, c'est que je pense aussi que au niveau du ministère chargé, il faut qu'on soit aussi de plus en plus sérieux. Parce qu'on apprend qu'il y a beaucoup, c'est vrai que c'est les stations, les propriétaires des stations d'essence qui donnent les moyens au ministère pour pouvoir traquer. Il y a une caisse. Il y a une caisse pour ça. Noir. Ils donnent beaucoup d'argent. Il faut ajouter noir. Et il y a tout un flou kafkaïen autour de tout ça. Et donc ça fait que... Les vendeurs de boulet aussi donnent. Oui, eux aussi ils ont leur réseau. C'est qu'ils ont un réseau. Eux aussi ils ont leur réseau. Moi j'en connais. Parce que les vendeurs de boulet, il y en a partout, il y en a dans ma famille aussi. J'en connais parce que... Comment ça se passe de telle sorte que les vendeurs de boudin sont en complicité avec des policiers qui parfois même les appellent 15 minutes à l'avance pour dire on arrive, dégagez. Ah, d'accord. Oui, ils les préviennent.
Ils le préviennent qu'on arrive. Et le soir, le policier passe par là-bas, il prend son enveloppe et il s'assoit un peu pour boire la bière. Et il lui dit, bon, pour cette semaine, il y a repos. À partir de la semaine prochaine, on revient. Mais oui, c'est comme ça. C'est ça la vérité. Ah oui. Et ça, je me demande si au sommet de l'État, donc à cette allure, on peut pas, la lutte ne va pas être efficace. On ne fera que des morts sur nos routes. On n'aura que des policiers. Regarde ce qui s'est passé avec les policiers de l'autre fois. Oui, oui. 5 jeunes. Ils sont brûlés vifs. Ça fait pitié. Ils ont fait l'effort de sortir de la voiture. Arriver à l'hôpital, dans nos hôpitaux, connaissant nos hôpitaux qui sont, comme on le dit tout le temps ici, des mouroirs. 300 morts, effectivement. Au niveau du ministère de la Sécurité et même de la présidente de la République, ça a créé la panique. Je crois qu'au niveau du chef de l'État, on a été sensible, on s'est dit, mais si les deux là, on les garde encore, ils vont mourir. Ils vont mourir rapidement. Hier, on a pris un hélicoptère pour les envoyer au Ghana. Et ça me fait mal, moi. Parce que je me dis, c'est les Ghanéens en plus autant de moins qu'un pays voisin avec lequel nous avons les mêmes moyens. C'est dans leurs hôpitaux qu'on évacue les nôtres. Et tu verras, avec un peu de chance, ils reviendront vivants. Parce que les brûlures, en réalité, ça se soigne quand il y a les moyens et les équipements nécessaires. Mais les nôtres sont en train de mourir. Et la peur a fait que le gouvernement a dû évacuer les deux. C'est une initiative à saluer. Mais je dis quelque part, ça pose le problème de nos hôpitaux. Naturellement. Et on va en débattre si vous voulez. Oui, Félinalité. Cette question précise, vous voulez revenir là-dessus? Quand on parle des hôpitaux ici, on parle tout le temps, les gens nous critiquent, ils disent les journalistes là bavardent trop, on fait ci, on fait ça. Et on leur dit que les autres pays sont en train d'avancer. Les autres pays avancent. Dans ce pays au Togo aujourd'hui, il n'y a pas une voiture médicalisée. Je ne parle pas d'ambulance, je parle de voiture médicalisée. Il n'y en a pas sur l'ensemble du territoire. Il n'y en a même pas un seul? Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas. Mais les autres sont en train d'acheter des hélicoptères médicalisés. Mais donc si on a été obligé d'évacuer les gens vers le Ghana, c'est qu'on n'a pas les moyens de soigner des gens qui ont été victimes de cet accident-là où ils ont eu des brûlures, je ne sais pas à quel degré. Ça, c'est l'état même de nos infrastructures hospitalières. On a dit récemment comment est-ce que les Ghanéens ont eu des financements pour construire le plus grand hôpital de la sous-région avec les Israéliens. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va prendre l'argent chez les Israéliens pour faire sommet maritime. Ou bien, je ne sais pas quel sommet Afrique-Israël. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision pour le pays. Et quand on le dit, on pense que ça ne concerne que peut-être nous, les journalistes, ou bien quelques citoyens. Jusqu'au jour où on est soi-même victime de quelque chose. On a vu des ministres dans ce pays qui sont morts parce qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas, des médicaments à l'endroit où ils se trouvaient pour les sauver dans l'immédiat. Et ça ne réveille personne. Moi, je dis toujours, on n'évacue pas tout le monde en avion. Parce que si demain, on dit vous avez un problème, avant que Air France ne vous rapatrie, c'est peut-être le soir. Mais si vous avez le problème le matin, jusqu'à ce que Air France n'arrive le soir, si vous avez la chance, mais bon, vous allez partir, mais vous n'avez pas la chance, vous mourrez en chemin. Donc il faut que les gens réfléchissent. Quand on dit nous n'avons pas les hôpitaux, alors qu'on a de l'argent qu'on peut investir dans ce genre de choses, il faut que les gens réfléchissent. Maintenant pour le bourret. Oui. Moi, je n'ai pas compris depuis pourquoi on traque les vendeurs de bourrets comme si c'était des djihadistes. C'est-à-dire qu'on les voit, à chaque fois qu'il y a une opération de bourret, il y a toujours des dérapages. Il y a des morts, il y a des blessés. La semaine dernière, c'était à Dapaou, on a fracassé le crâne d'un vieux qui est sorti au secours de son enfant tout ensanglanté. Et puis la ville a connu des échauffourées, des brûlures, de tout ça. On a connu à Tapamé, les gars qui poursuivaient, les policiers qui poursuivaient des vendeurs de bourrets, qui sont allés cogner un gars qui revenait de, je sais pas, de la messe ou quoi, avec sa Vespa, il est mort sur le coup. Et donc chaque jour, il y a un mort dans cette affaire de bourrets, jusqu'aux soldats. Et donc, même nos frères qui sont des policiers, des gendarmes, quand on les envoie pour ce genre de mission, il faut qu'ils observent de la retenue. C'est vrai que c'est un métier, c'est une opération difficile, mais il faut qu'ils observent un peu de retenue. Quand vous voyez comment la voiture a brûlé, vous allez remarquer que la voiture est tombée dans un ravin, mais ils avaient du carburant dans la voiture. Ils avaient déjà un stock. C'est ça qui a explosé. C'est ça qui a explosé. Ce n'est pas le carburant de leur moteur qui a explosé. Il y avait du carburant déjà dans la voiture. C'est ça qui a fait que l'explosion a été très forte. Et à ce jour, je ne comprends pas pourquoi les officiers n'ont pas sorti un seul communiqué pour nous situer sur ce qui s'est réellement passé et pourquoi. Vous allez dans les pays les plus organisés, même en France hier, il y a eu un attentat. Dans les minutes qui suivent, le président de la République a parlé. Le lendemain, le ministre a parlé pour situer les circonstances et présenter les condoléances aux familles qui en ont été victimes. C'est comme ça que l'État est proche des gens qui perdent leur vie tous les jours au service de la nation. Ici, rien. Ce n'est pas les voies détournées qu'on apprend qu'on les a évacuées
je sais pas, au Ghana. Au Ghana. C'est pas normal. Donc, cette affaire de Bouddha là, il faut qu'on revoie ça. Mais moi, je voulais dénoncer l'hypocrisie autour de cette histoire de carburant. Parce qu'au fond, ceux qui font rentrer le carburant dans le pays, c'est eux qui gouvernent le pays. Il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires. Oui, attends, comment est-ce que le carburant rentre dans le pays? Non, ce que vous dites est extrêmement grave. Mais non, c'est pas grave. Comment est-ce que le carburant rentre dans le pays? Ceux qui dirigent le pays... C'est eux qui font rentrer le carburant. Je vais vous expliquer. Il y a un réseau qui fait rentrer le carburant dans le pays. Et qu'on ne nous dise pas que le carburant vient du Bénin ou du Nigeria. Le carburant vient de la mer. Et quand vous allez sur nos côtes, c'est comme ça que les bidons sortent. Qui sont ceux qui protègent la mer? Les bidons sortent de la mer? Mais comment? Les bidons viennent de la mer. À quelle heure on ira voir? Mais allez à Bagdad, vous allez demander aux jeunes. Les bidons viennent de la mer. Vous savez que dans ce pays, vous ne pouvez pas rentrer dans ce pays avec des armes. Non. Quelle que soit la frontière. Et comment est-ce que le carburant lui rentre? Comment est-ce que le carburant lui rentre dans le pays? Si je vais aller tout à l'heure à Flaou ici, même par bit, comment on appelle ça? Oui, les Bit-Night. Ouais, les Bit-Night. Il y a des soldats qui sont là-bas, la garnison d'Agido Gomez, c'est eux qui font tout le truc de la... C'est eux qui surveillent les frontières. Vous passez, vous donnez 100 francs. Vous rentrez, on vous fouille. Mais comment est-ce que le carburant rentre? On ne voit jamais le carburant. Et après, on se levait matin, il y a le carburant partout sur l'étendue du territoire. C'est parce que derrière ça, il y a un réseau puissant qui a des éléments. Il y en a qui sont des anciens barons, il y a qui sont des anciens officiers. C'est eux qui vont rentrer le carburant et les jeunes savent où ils vont pour s'approvisionner. Les jeunes, eux ne sont que des détaillants en fait. Parce qu'ils livrent aux jeunes, après ils les traquent derrière. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes ne sont que des détaillants. Maintenant, ceux à qui font la concurrence, qui ont les stations d'essence, c'est eux qui financent maintenant le ministère de la Sécurité pour traquer les jeunes. Or, ils devaient traquer ceux qui importent. Ils les connaissent. Ceux qui importent, c'est eux qui doivent arrêter. S'ils arrêtent ceux qui importent, les jeunes n'auront pas la marchandise pour faire. Au fait, c'est pas de l'importation. Non, sur ce sujet, je veux appuyer un peu ce que Ferdinand dit. Au fait, c'est pas une importation spéciale de carburant qu'on fait et qui arrive sur la mer et on donne. Au fait, quand les bateaux arrivent, parfois... Le reste. Voilà, quand les bateaux arrivent, soit il y a des restes, soit parfois il y a des marins, quand ils sont sur les côtes, ils ont besoin qu'on leur trouve quelques hashish, quelques trucs pour fumer. C'est ça. Alors, il y a des marins, il y a certains malins, des cigarettes qu'on sort. Et en retour... il y a tellement de carburant dans les bateaux, il leur dit envoyez les bidons, on va vous servir. Ils les servent. Ah oui, c'est comme parce ça. que moi j'ai vécu ça, en tout cas j'ai vu ça, puisque... Mais il faut aussi dire qu'il y a aussi le Nigeria où... Je viens, non, s'il te plaît Fabrice. Non, oui, ça existe, mais c'est que ça c'est le nouveau réseau dont Ferdinand parle et il est vrai. L'autre fois, la preuve, moi j'étais quelque part, quand une fille est venue, une jeune dame est venue dire, ben voilà, ils ont un bateau qui a telle tonne de carburant, ils cherchent à le faire truc là, à le faire arriver, comment faire, ils cherchent juste le client. Et bon, les coups de pied ont commencé quand moi on m'a fait sortir. Donc j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Attends, je vais donner la précision. Ce que je voulais dire, s'il vous plaît, je donne la précision. C'est que Loïc l'a dit, mais je voulais expliciter. C'est quoi? C'est ce nouveau réseau-là, quand les bateaux arrivent sur notre côte et qu'ils livrent leurs marchandises, il reste des marchandises dans leurs cales. Il reste beaucoup de carburant dans les cales. Ils ne peuvent plus repartir avec ça. Donc les marins ne peuvent pas déverser ça non plus dans la mer parce qu'il y a des problèmes d'anti-pollution. Donc ils ont des réseaux sur la côte. Et les jeunes vont, et ce réseau-là est organisé, ils vont comment appelle-t-on? Ils vont sur les bateaux avec la protection même des soldats. Et ils vont donner aux marins des cigarettes, de l'alcool, du vodka, de la vodka, tout. Et en retour, eux, ils leur donnent des carburants dans les bidons et ils ramènent sur les côtes d'Afrique, au Bagdad, tout ça. Et c'est comme ça que ça rentre dans le pays. Il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires. Il faut dire que le phénomène de bourré dans la sous-région est beaucoup plus accentué au Bénin. Surtout quand vous prenez Cotonou, les stations d'essence n'ont pratiquement pas de chance. Et généralement, ça part beaucoup plus du Nigeria. Vous allez voir que pendant des années, le Nigeria, qui est un grand pays producteur du pétrole, parfois est confronté à des problèmes de pénurie. Parce qu'il y avait ce gangstérisme là où les gens percent parfois les pipelines. Et c'est ça qui alimente parfois toute la sous-région. Même si on évoque l'existence d'un réseau avec la plupart du temps, c'est de là que venait ce carburant-là. Et effectivement, les gens peuvent nager du Nigeria dans la mer pour venir jusqu'à Cotonou, à Lomé pour pouvoir. Et c'est pour cela, puisqu'ils ne payent aucune taxe, ils ne peuvent que le vendre
très moins cher. Et ça fait de la concurrence déloyale à ceux qui ont créé officiellement des stations d'essence. Et qui payent les impôts. Et donc maintenant, pour lutter contre ça, je crois que, comme l'a dit les autres confrères, il faut aller à la base et éviter de faire de nos localités un peu comme dans les rues de San Francisco où, bon, on poursuit les gens Far West. parce que ça pose un réel problème. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ce qui s'est passé avec les gendarmes et autres, il faut vraiment réfléchir et éviter vraiment cette hypocrisie, parce qu'on a l'impression vraiment, il y a des moments où on vend, on ne dit rien, et puis il y a des moments où on sursaute. Bon, on ne sait pas, peut-être que le deal a mal passé, maintenant il y a des représailles et tout cela, et il faut vraiment réfléchir, parce qu'après ce qui s'est passé, au lendemain ça a continué, mais moi j'ai perçu comme cela comme si c'était des représailles au niveau d'Agoué, autour le lendemain ils sont revenus, la zone était bouclée, on déviait les véhicules un peu partout. Bon, on sent qu'il y a une certaine nervosité par rapport à ce qui est arrivé, mais je crois que ce n'est pas imputable aux trafiquants. C'est vrai qu'on peut leur dire que s'ils ne le faisaient pas, on n'allait pas les pourchasser. Mais je crois qu'il faut revoir vraiment les méthodes et cerner le problème depuis la base. Abi Alpha, on a encore 1 minute 30. Si on prend juste les entrées terrestres du Boudé au Togo, je commence. Au niveau de Dapan, je ne parle pas de la grande frontière Burkina, c'est par Mandouri. Au niveau de Kara, par Ketao. Au niveau de chez moi, Bafilo, c'est par Soudou. Au niveau de Sokodé, c'est par Tchamba. Au niveau de un peu plus derrière ici, les Agmogoulou, tu comprends? Oui. Donc, au niveau d'Anéhor, ce n'est pas par la frontière même, mais plus par le lac. C'est ça. Mais je vous donne un exemple au niveau d'Anéhor, pour appuyer ce que Ferdinand dit quand on dit que c'est les autorités qui vendent le boudin. Il y a eu un officier qui a dû laisser sa voiture au niveau de la frontière du Ghana? Non, ici, du Bénin. Parce que le monsieur a pris l'habitude de rentrer au Bénin, c'est un monsieur que tous les agents là-bas respectent. Mais à chaque fois qu'il rentre, fait ses courses, il revient, sa voiture est toujours en panne et c'est souvent un grand camion qui le tire. Ça s'est tellement répété que on a dû un jour l'arrêter. Bon, apparemment quelqu'un l'a signalé. On arrête, mais c'est le patron, il dit non, quand même, c'est pas trop arrêté. On regarde les deux camions, le camion tracteur, le grand qui le tire, c'était plein de boudins. Ce n'est qu'un exemple, je vous dis que je suis sûr de ça. C'est un officier de notre armée. Il a laissé tout là-bas. Je ne donne pas le nom ici, il a disparu. Il a disparu. Donc, ça dirait, quand on parle, les gens pensent que nous, on invente. C'est pas une donne. Je donne un exemple de. Ça ne dépasse pas encore 6 mois. Ça ne dépasse pas encore 6 mois. Je vous donne ça, c'est un aspect. Maintenant, par rapport aux entrées maritimes, il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène des avitailleurs. C'est ceux qui ont des petits bateaux au port. Quand les grands bateaux arrivent, ils sont dans le besoin, le lait pique, la cigarette, ils expriment le besoin aux armateurs. Et ils envoient les avitailleurs. Si c'est une quantité de 2 millions qui va faire la livraison, on peut donner ça aussi en carburant. Et comment ça sort? Soit ça sort par le PME, le port minéralier de PME, ça sort là-bas. Je suis sûr le dossier, tu sais mieux que moi. Non, j'ai déjà publié un article de 3 pages que vous avez lu. Donc si vous retenez cet article, ce qu'on dit là, ce n'est pas du nouveau. Monsieur, merci beaucoup. On va marquer la pause pour le journal. Quand on reviendra, nous parlerons de la CET et des cas de fraude révélés ce matin par le confrère L'Alternative. Nous allons également parler du problème foncier tel que traité par les journaux. Loïc l'a traité dans Flambeau des démocrates. Il y a également Fabrice qui l'a traité dans le journal Le Libéral. On va en parler à la reprise. À tout à l'heure. Cypress, deuxième partie avec Loïc Lawson, Ferdinand Haïté, Abi Alpha et Fabrice Petizi. On va y aller avec l'un des dossiers. C'est lié donc à la CET. Vendredi passé, on a parlé de la CET. Mais ce matin, Ferdinand, vous nous revenez avec des cas de fraude, fraude au compteur qui protège les faussaires libanais. Alors, vous avez cité une entreprise, une société, Induplast. Mais quand on parcourt votre article, on se rend compte que c'est incroyable ce qui se passe à la CET. Et à la fin de l'année, il y a des pertes au niveau de la CET chiffrées à environ 20 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous.
Oui, voilà. La maladie de la CET, c'est la maladie de toutes les sociétés d'État, hein, je l'ai toujours dit. Depuis quelques jours, on a essayé de tourner autour pour essayer de comprendre un phénomène, notamment le phénomène des fraudes aux compteurs. Et rapidement, avant d'aller dans le fond du dossier, je rappelle que dans la loi des finances 2016, il a été précisé lorsqu'on a parlé des sociétés d'État, on a parlé de la CET, de la CET endettée, tout ça. On a dit clairement là-dedans que la CET perd 20 milliards par an, une somme qu'elle perd dans la fraude de ses compteurs. Et selon des analystes, les 20 milliards, là, si la CET arrivait à récupérer au moins 15 milliards, ça pourrait boucher un certain nombre de trous et même faire baisser le prix du kilowattheure, ce qui pourrait booster la production, la consommation et l'économie. Bon, ça c'est de manière générale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cette histoire de fraude au compteur, il y a une société qui a été prise en flagrant délit en 2014, le 23 juin, avec constat d'huissier. La société s'appelle Enduplast, c'est une société de Libanais qui est leader dans la fabrication des papiers d'emballage, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, elle a été prise en flagrant délit et l'analyse du compteur a démontré qu'ils ont touché plusieurs fois le compteur pour trafiquer les choses. C'est-à-dire quoi, que techniquement, si la société envoie 100 de l'énergie à hauteur de 100, le compteur ne signale qu'une consommation de 40. Donc, il y a une déperdition de 60 sur le compteur. Et donc, ils ont fait un constat d'huissier et ils ont convoqué les responsables de ces sociétés-là en une réunion spéciale à la CET le 5 octobre 2015, ou bien 2016, je crois, en présence de l'avocat du gouvernement, Maître Tchalim, qui a assisté à la réunion. Et donc, au cours de la réunion, il a été demandé à ces Libanais de payer une amende de 3 milliards et quelques. C'est-à-dire que le préjudice de la CET par rapport au trafic de ce compteur s'évalue à plus de 3 milliards. Donc les Libanais ont contesté les faits, ils ont dit non, la période qu'on a indiquée, ils n'ont pas fait ça et tout et tout. Et les discussions étaient tellement longues qu'à la fin, les Libanais ont décidé d'aller voir directement le directeur. Et comme c'est des gros clients pour la CET, quand ils sont allés voir le directeur de l'époque, M. Djeteli, ils ont trouvé une solution, c'est de ramener l'amende à 1,5 milliard. Mais là encore, ils ont refusé de payer l'amende. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, le ministre Bidamo est venu à l'énergie. Et il refile le dossier au directeur adjoint de la CET, M. Amouzoupeto, selon les documents qu'on a eus. Et lui, il discute avec les Libanais, et les Libanais refusent toujours de payer. Et quand les Libanais... Non, pas encore, ils n'étaient pas encore partis. Quand les Libanais refusent de payer, maintenant, circonstance aggravante, ils tentent de le corrompre dans les dossiers qu'on a eus. Corrompre le ministre? Non, le directeur général adjoint, avec une somme d'argent. Et lui, quand ils ont amené l'argent, des millions, lui, il a fait un constat d'huissier, c'est-à-dire de la tentative de corruption. Il fait un constat d'huissier et il saisit le ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il transfère le PV de la réunion et le PV de constatation de tentative de corruption au ministre de la Justice. D'abord, lui-même, il va voir le ministre de la Justice le 12 juin 2016. Et après, la société écrit au ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice dit que la justice fera tout pour accompagner la société pour que la manifestation de la vérité soit établie. Vous avez passé quand même le... Il y a le courrier du ministre qui est dans le journal. Et donc, l'affaire en était là quand on a balayé la direction, toute cette direction à un moment donné avec les PCA, tout ça. Donc on nomme une nouvelle direction avec un nouveau PCA et le nouveau PCA ressuscite le dossier. Et quand lui, il ressuscite le dossier, il fait venir un expert de la France pour inspecter de nouveau le compteur de ces Libanais qui refusent de payer. Et quand ils font l'inspection, ils voient que les Libanais ont manipulé le compteur plus de 4 fois. Et le préjudice n'est pas de 3 milliards, mais plus de 4 milliards. Et ils ont eu des informations comme quoi c'est une fraude généralisée de tous les compteurs au niveau des Libanais et de la zone franche. Et des Chinois. Et donc maintenant, il a prévu faire venir d'autres experts français pour auditer tous ces compteurs. Et c'est dans cette foulée de ces derniers temps-là qu'il est parti. Est-ce que ça a joué quelque part? On n'en sait rien. Mais je voudrais juste dire qu'il y a des agents de la société qui sont complices, qui vont manipuler les compteurs de ces hommes d'affaires.
Et si par exemple, je donne Parce un que exemple. les Libanais, ils savent pas manipuler. Je Ils donne doivent un avoir exemple. forcément des agents de la société qui manipulent. Si un homme d'affaires doit payer 100 millions ou 150 millions de factures par mois, Oui. il paie peut-être 60 millions ou 50 millions le tiers. Et à la fin du mois, ces agents passent à la caisse de ces sociétés-là pour empocher des pots de vin de 2 à 3 millions, 4 millions par mois. Ah. Donc, le Libanais, Ça, de toutes les façons, il s'en sort bien parce que il fait une économie de plus de 40 ou 50, 60 millions sur les factures de la société. Et c'est une perte énorme pour l'État togolais. Et donc, c'est ce dossier avec plusieurs aspects qu'on a sorti ce matin. Il n'y a pas que eux seuls qui font le trafic. Il y a même des particuliers, des barons, tout ça, qui ont fait trafiquer les contrats à la maison. Pendant que nous, les populations, quand vous avez une facture de 2000 ou 3000 d'impayés, on vient en même temps, on ne discute pas avec vous, on coupe, on vous laisse dans le noir. Et quand les grands fraudeurs font des fraudes de des milliards, et même quand la justice est saisie pour des cas de corruption, on ne fait absolument rien. Alors on comprend finalement aisément quand on lit l'article là que la société ne pourra jamais contribuer je dirais, aux finances de l'État. Et chaque année, elle est toujours déficitaire. Oui, elle ne pourra jamais si on n'assainit pas le milieu. Et généralement, ce n'est pas seulement, comme l'a dit Ferdinand, au niveau des Libanais, même au niveau d'autres particuliers, même des ménages. Parfois, ce sont eux-mêmes qui vous proposent la fraude. Les agents de la société? Oui, généralement, c'est comme ça. Ça se passe. Ça se passait avant également avec la Régie nationale des eaux, où on vient, on ne fait pas le vrai prélèvement. Et puis bon, à un moment donné, quand on sait qu'on veut quitter cette zone-là, on crée une crise où, bon, pour essayer de camoufler tout cela. Et donc, généralement, c'est comme cela. Sinon, il doit avoir une complicité au niveau de la société pour que l'affaire puisse marcher. Et une fois encore, c'est un problème de réseau. Et maintenant, quand vous essayez d'y aller pour dénoncer cela et autres, parfois vous vous rendez compte que la chaîne est tellement grande et elle va loin, et à un moment donné, vous préférez vous taire. Et donc, une chose est sûre, si rien n'est fait, et ça va continuer, peut-être que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Oui. Il y a encore de ces genres de situations-là. Et effectivement, finalement, c'est les petits consommateurs qui payent les pots cassés. Parce que parfois aussi, quand la CT n'en peut plus, on s'organise d'une manière ou d'une autre pour pouvoir plus ou moins amoindrir un peu les pertes qu'ils constatent à leur niveau. Et donc, au niveau des Libanais, ça n'étonne pas, parce que même sur le plan fiscal également, on a eu ce problème-là il y a quelques années, où apparemment, bon, on leur a fait certaines propositions où ils ne payent pas les impôts comme ils devaient le faire, et quand on a voulu... oui, et tout ça là, c'est organisé en réseau, puisqu'ils donnent une partie, et également ils aussi gardent une partie pour eux, et finalement c'est le trésor qui perd énormément dans ça. Et donc quand on a voulu frapper, ils vont vous sortir des situations du genre, bah, nous avons financé telle campagne, nous avons fait ci, nous avons fait ça, et généralement c'est derrière ça, cela. Et depuis que ça a été fait, vous avez encore une fois vu les Libanais participer à une campagne présidentielle? Non, parce que bon, ils n'ont plus leur intérêt. Et donc, quand ils arrivent, peut-être que dans leur pays ça se passe bien, mais quand ils arrivent et ce sont les agents de la société même qui font la proposition, vous comprenez qu'ils ne peuvent qu'accepter, parce qu'eux aussi ils gagnent là-dedans. Maintenant, qui pour nettoyer l'écurie, balayer la maison? J'espère. Bon, le ministre n'est pas technicien directement sur le terrain comme cela. Tout à l'heure, on a dit qu'on devait amener une autre équipe d'experts. Et bon, c'est dans cette foulée, quelqu'un est parti. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Ce qui est sûr, c'est des lobbying. C'est des gens qui peuvent réclamer votre tête. Même quand vous êtes journaliste, vous enquêtez là-dessus. Si vous commettez l'erreur de ne pas sortir ça avant, on peut vous étouffer. Même dans d'autres pays, même on va loin jusqu'à même vous enlever la vie. Donc, c'est des gens, avant de les affronter, il faut être sûr d'avoir mis les pieds. Et surtout, quand parfois la justice est également mêlée, sur qui vous allez compter pour pouvoir affronter ces gens-là. Puisqu'il peut aujourd'hui porter plainte, il a les plus brillants avocats autour de lui, et bon, on vous dira que vous avez tort, on vous condamne. Louis Lawson, sur le dossier, excusez-moi, je vous donne la parole tout à l'heure. Non, oui, mais c'est... Est-ce que finalement, on peut comprendre qu'il y a des gens qui protègent ceux-là qui participent à siphonner notre économie? Oui, ce qui compte-t-il? Non, ils ont juste des complices. Mais il faut saluer déjà le fait qu'aujourd'hui, on parle du dossier. Que l'alternative en parle. Mais il faut avoir le courage aussi de dire que je crois que depuis
le phénomène était plus grave avant. Mais depuis l'arrivée des Djeteli, parce que même quand tu n'aimes pas le chat, il faut reconnaître qu'il a fait quelque chose, ou bien qu'il court, ou bien comment vous dites ça, le lièvre, il court vite. Et puis ça, à partir de l'équipe Djeteli et à Moussoukoueto, on a commencé à détecter ces cas de fraude. Parce que j'en ai entendu parler. Et effectivement, ils ont été convoqués. On a tenté de les redresser. Ils faisaient la résistance parce qu'ils avaient des gens qui essayaient de... Qui les soutenaient. Oui, qui les soutenaient. Parce que quand tu dois payer, on te redresse à 3 milliards. Et la société te redresse à 3 milliards et que tu dois payer pour les 3 milliards et que tu vas même dépenser 500 millions ou 1 milliard, ça ne te coûte pas. Tu es gagnant. Toujours gagnant. Tu es gagnant. Donc, je crois que l'équipe de Djeteli, à l'époque, avait fait un travail qui a été continué par l'équipe qui est venue. Et la nouvelle équipe qui est venue, les Kakati et les Jonas Daou, ils ont essayé de travailler là-dessus. Et Ferdinand Adiassé, le président du conseil d'administration, est allé jusqu'à amener des experts pour voir comment essayer. Et ils étaient implacables par rapport à la corruption tentée. La preuve, tu as vu, c'est rare au Togo qu'un DG, c'était le DG Peto, essaie d'alerter le ministère pour dire on veut me corrompre sur tel dossier parce que lui-même il se demandait si c'était un piège. Ah oui. Il y a ça aussi. Ah oui, c'est possible. Et alerter la justice et le ministre de la Justice lui a répondu à l'époque. Tu vois, le dossier est ainsi fait. Mais il y a aussi une réalité. Les agents de la sécurité pour la plupart aujourd'hui sont, pour la plupart, en tout cas ceux qui sont sur le terrain, ont été sensibilisés eux aussi un peu pour leur emploi. Je dirais que ce ne sont pas les agents aujourd'hui forcément qui proposent, mais plutôt l'agent, en allant relever le compteur, constate qu'il y a anomalie. Et quand il veut parler, on le fait taire. Tu imagines un agent qui est, je ne sais pas, à 100 000 ou 150 000 et qui remarque la chose, parce que le cas que j'ai connu, que je sais, parce que je connais un agent comme ça qui a eu ça à la société, qui n'est qu'un releveur, mais son enfant est en Europe, qui étudie. Ah oui? Oui, simple releveur, parce qu'il y avait une société industrielle, effectivement, aux deux zones franches des Libanais. Quand il a remarqué la chose, il a voulu parler. Sur le champ, on lui a tendu beaucoup de millions. Il a pris à la caisse, il a pris, et après on lui a dit chaque fin du mois, tu viendras prendre. Ah. Donc, quand il est à peine à peut-être 80 ou 100 000 francs, ou je ne sais pas combien, quelle est la grille, et tu viens prendre des millions tous les mois. Comme ça, il a envoyé son enfant à l'étranger pour aller étudier. Et tu vois, c'est le Togo et l'économie tout entière qui perd. Et je vais te dire l'autre arme que les Libanais brandissent au cours des discussions. Quand ils sont en train de discuter, quand on te dit redresser 3 milliards parce que cette société Induplace, elle existe en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'elle est venue ici. Sa base est la Côte d'Ivoire. Et c'est le fils, c'est un des fils qu'on a remis de l'argent pour lui bien créer aussi ici à Lomé. Mais cette société, mais ils brandissent le fait qu'ils vont fermer et mettre tout le monde au chômage. Ah oui, ils brandissent l'arme. Oui, ils brandissent l'arme de fermeture. Parce qu'ils disent, ben écoute, nous on a d'autres champs à fouetter, on en a à Abidjan, on va retourner. Et tu vois, l'État finalement a parfois, c'est pour ça que parfois l'État n'arrive pas à se dire. Ce n'est pas une raison. Mais je te dis que ça fait partie. Je vais t'expliquer. Quand un ministre est confronté à un sujet pareil, lui il veut son argent. S'il est ministre ou DG de la sécurité, il veut son argent. Au même moment, dans les lobbying, on a tenté de corrompre, on n'a pas pu. Dans le lobbying, le monsieur et son avocat, puisqu'il ne va pas seul, brandissent l'arme là. Que bon, si c'est comme ça, autant fermer. Nous, ça ne nous gêne pas. Tu vois, il y a un autre ministre qui est chargé de l'emploi et consort, lui trouve que, non, si aujourd'hui c'est des chômeurs de plus. Oui. Et ça existe des débats comme ça. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente? Ok. Et pour préserver les emplois. Pour préserver aussi les emplois. C'est aussi, et n'oublie pas, il y a le ministère des Finances aussi qui prend les impôts. Oui. Au niveau de l'OTR et tout ça, ou bien l'équipe des impôts aussi, on se dit, on a de l'impôt à prendre qui est une perte pour nous, alors que dans le budget, on a déjà prévu tel. Tu vois qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, ça fait que les Libanais se retrouvent toujours, au lieu qu'ils se retrouvent enfermés à la justice, ou en prison, s'en sortent toujours. Ils s'en sortent toujours parce que les enjeux sont nombreux. Alors, toujours à la fin, on dit essayer de négocier à l'amiable. Surtout, ils ont leur président, actuellement le président des Libanais, un certain Nadim, qui est assez fort. Il a une influence terrible. Influence, il a d'abord au niveau des officiers d'armée, il est bien. Il connaît assez des officiers. Il est spécialiste de la corruption, il sait comment corrompre. Ah oui? Oui, parce que tu sais qu'est-ce qui se passe. Non, tu sais qu'est-ce qui se passe, je vais t'expliquer. La plupart des Libanais, même ceux qui ont les industries là, c'est des illettrés. Ils n'ont pas de niveau intellectuel. La plupart.
il ne peut même pas parler français. Le propriétaire de Indie Place que tu dis, ou tout cas, il ne peut pas te parler, vous ne pouvez pas discuter. Oui, mais il peut parler en anglais quand même. Je viens, mais quel anglais? Anglais aussi doit aller à l'école. Je t'explique. Et face à des cas comme ça, et comment lui, il a été à l'école, le monsieur dont je parle, Oui. il a le niveau. Alors, c'est lui qui joue l'intermédiaire. Il dit, ah, tu vois, Il y a un ressortissant qui est en difficulté, tu es, voilà. lui descend le mec. Il court, mais immédiatement, c'est lui qu'ils Sans qu'il est en appellent. Côte d'Ivoire. C'est lui qu'ils appellent. Et ils lui disent, lui, il prend sa part naturellement, hein. Quand il doit aller corrompre, quand il prend avec le Libanais, il prend sa part, il vient, il corrompt l'officier ou la personne qui est en face de lui. Et ça, c'est aussi une vérité. Donc, le tuyau est au Togo, notre problème est grand. C'est toute une gangrène. Et pour arriver, vraiment, parfois, il faut couper le pied pour arriver à régler le problème. Merci beaucoup, Loïc Lawson. Abi Alpha maintenant sur le sujet. Ouais, moi, je pense que le schéma que les Libanais ont trouvé, c'est un schéma tout fait. Et moi, je trouve de la logique dedans. Il y a un adage de chez moi qui dit que celui qui vend son ennemi ne tombe jamais en faillite. C'est-à-dire, quand tu amendes ton ennemi, tu ne déclares jamais une faillite. Ah oui, si. Donc, les messieurs, ils ont une ardoise de 100 millions mensuels à payer. Si il peut payer la moitié et que monsieur Amouzou passe à chaque mensualité prendre 5 millions à la caisse, qu'est-ce que ça le coûte? Il a vendu son ennemi, il ne va jamais déclarer faillite. Donc, il y a pire que ça. Actuellement, quand on vous dit que la CT a 16,9 milliards de dettes et que 16,1 milliards se trouvent dans les factures. C'est un exemple de chiffre. Mais nous, on paie les factures quand même. Hein? Et que cette dette-là, c'est par rapport à l'administration. Est-ce que quand on fait le budget de l'État, l'administration, le volet énergie n'est pas budgétisé? Oui, si, toujours. C'est budgétisé. Énergie, machin, on sait le nombre de kilomètres qu'on utilise, tout ce que vous savez. Et c'est budgétisé. C'est par rapport à ça que le trésor public défalque une ardoise donnée à un département X ou bien Y. Mais qu'on dise que la CT reste, c'est-à-dire actuelle, à l'heure où on se parle, où l'administration publique doit actuellement à la CT 16,1 milliards, c'est-à-dire comme dette, ça fait problème. Je vous disais, je crois que c'est quel chiffre? C'est le budget. C'est le budget des finances. Bien sûr. Je vous disais il y a un an dans l'émission avec l'autre radio que beaucoup de commissariats, de gendarmerie, de garnison ne paient pas les factures. Qui va aller couper là-bas? Tu vas te comprendre. Tu vas te comprendre quoi? Ah oui. Je vous avais dit ça il y a un moment. Tu comprends? Donc, maintenant s'il vous plaît, au même moment, quand tu as la dernière fois, je crois qu'il y a à peine 2 semaines, moi j'ai payé la facture à la maison, la facture précédente, et il restait 3 000 à compléter. C'est-à-dire que je suis allé payer, mais je reste de voir 3 000. Et quand on a mené la facture suivante, je n'ai pas de facture à régler. On voulait me couper, heureusement qu'il était à la maison. Heureusement qu'il était à la maison. J'ai demandé l'identité de prélever là, il a dû vraiment prendre sa moto doucement. Donc ce n'est qu'un exemple. Ça fait problème. Et puis, ça ne peut pas trouver de solution. Pourquoi? C'est le pays qui est réseauté. Le pays est divisé en réseaux d'intérêts. Tu es venu, tu te dis, monsieur propre à la CT, tu veux faire le ménage. Entre-temps, tu as géré les phosphates, voilà ce que tu as laissé. Soit tu t'étais ou bien, on va tous parler. On parle. Et il s'était. Donc tous les pays comme ça. Je dis que la CT a une chance terrible. Si très tôt, Togo Telecom avait eu la chance d'avoir ces révélations, peut-être qu'on aurait évité l'hécatombe qu'il a eu là-bas. Actuellement, la CT, c'est encore possible de remonter la patte. À Togo Telecom, on a découvert quand tout est déjà dans le gouffre. Et il n'y a aucune, je dis bien aucune, à quelques encablures près, il n'y a aucune société de l'État actuellement qui se porte bien. C'est le même schéma qui se duplique. Togocel se porte bien. C'est ce que nous voyons. Nous souhaitions que ça se porte bien. Parce donc, que si ça se portait mal, vous allez, vous, Abi Alpha, sortir déjà le dossier. Nous, c'est notre souhait le plus ardent. Mais je sais pas pourquoi il a dit à quelques encablures près. Peut-être que l'exception c'est Togocel. Donc c'est pour vous dire que c'est le pays qui est comme ça. Ceux qui gèrent sont mouillés dans des scandales. Ils ne peuvent rien faire. Les petits qui, à un moment donné, étaient obligés de s'aligner derrière l'honnêteté professionnelle, là, ils se disent que mais celui-ci qui a entre-temps fait ceci, là, qu'est-ce qu'on a fait? Il fait pour lui aussi. Il fait pour lui avec des couvertures. Et la meilleure des couvertures, c'est le comportement de l'autorité supérieure au sommet.
Quand vous dites que le ministre, le commissaire de l'État à la rencontre à la CT avec ces messieurs-là, fraudeurs sur compteur là, c'était Tchao Chalem. Tchao Chalem qui a fait un prêt de plus de 1 milliard pour construire je ne sais pas quel hôtel où, sans garantie. Il a démenti ça. Hein. Vous avez, vous avez lu. Donc moi je pense que à un moment donné, quand la gangrène atteint un nouveau donné, c'est impossible de récupérer. On est arrivé là-bas avec toutes les sociétés d'État. À quoi ressemble le port actuellement? À quoi ressemble Phosphate? Quand vous dites, un dernier exemple pour terminer, quand vous dites que le scandale qui a été révélé par Public Eye, par rapport aux produits frelatés sur la mer, par rapport au carburant, les bateaux qui restent là-bas toujours pour faire des échanges et distribuer le produit pétrolier dans 8 pays africains, dont le Togo. Quand tu dis qu'actuellement la capitainerie, un département du port ne peut pas te dire combien de bateaux sont passés par là-bas. Tu ne trouves pas que... Pardon? Ça veut dire que la capitainerie est vendue aussi, non? Non, quand ça s'est passé, la capitainerie était encore pour l'État. La capitainerie est vendue à partir de janvier passé. Ok. Vous comprenez quoi? Ça a été privatisé à partir de janvier passé. Au moins ça s'est passé quand on te dit que... Quand je faisais ce dossier, j'ai tout fait, tu ne peux pas voir les chiffres officiels. Quand 50 bateaux viennent dans l'eau là-bas, tu les vois, à peine 10 sont déclarés à la capitainerie. C'est-à-dire 10 sont enregistrés quoi, parce qu'il y a des polyglottes là-bas. Ils ne voient pas? Ils voient, quand ils voient, il y a un système, le bateau a un système de radio. Et quand il approche chaque pays, il doit allumer le système. C'est un système qui permet au radar de la capitainerie de savoir que quand on capte un échange, vous venez d'où? Vous parlez quelle langue? Qu'est-ce que vous transportez? Où est-ce que vous allez? C'est par rapport à ça. Maintenant, quand il arrive, il n'allume pas son système radio. Maintenant, la capitainerie qui voit l'image, il ne peut pas parler avec lui. La capitainerie qui n'a pas de patrouilleur pour aller sur la mer. Il n'y a que la base navale qui a des patrouilleurs pour aller sur la mer. Et que dans le trafic que nous avons, dont Public a parlé, que nous avons assez relayé, le dernier article que j'ai publié, ça faisait 3 pages de journal, il y avait tous les éléments dedans, ne serait-ce qu'une bonne partie. Quand on te dit qu'une bonne partie aussi des officiels de la défense navale, on la met dedans, comment tu penses que c'est avec les patrouilleurs qui peuvent arrêter ça? Actuellement, notre capitaine ne peut pas te dire qu'il y a tel nombre qui sont passés que s'il faut redresser parce qu'il doit payer, il ne paie pas. Dans un pays comme ça, il y a que c'est clair que tout est réseauté. Il n'y a aucun département qui se porte bien. Et aussi longtemps que ces messieurs continuent, ça va continuer quoi. Vous voulez ajouter un mot tout à l'heure, Fabrice Pétési? Oui, bon, en fait, je voulais parler la question des navires dont il évoquait. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une explication qu'on donne à ça, comme quoi les eaux du Togo sont sécurisés. Parfois les navires qui n'étaient pas destinés à accoster au port de Lomé viennent stationner le temps de continuer. Ça peut aussi expliquer cela. Bon, maintenant, ça ne cache pas le fait qu'effectivement, il y a... Je crois que dans tous les pays, il y a quand même cette histoire de réseau, hein, mais sauf que les pays quand même s'organisent de manière à pouvoir tirer leur épingle du jeu. Nous, on revient encore de très loin. Bon, nous espérons qu'un jour ça viendra. Sinon, effectivement, tant que ça continuera comme ça va être un peu difficile de donner le bon exemple quelque part pour que les autres puissent également pouvoir s'en servir et faire de bonnes choses. Parfait. Alors, tout à l'heure, on va parler du foncier. Mais vous voulez... Oui, l'intérêt de ce dossier, c'est d'abord de relever ces cas de fraude, ces pertes énormes pour la société, et de préciser par rapport au dernier rapport de World Economic Forum qui vient de sortir un rapport sur le taux de couverture en électricité de certains pays africains, que le Togo est à la traîne. Le Togo est 19e sur les 24 pays et le taux de couverture n'est que de 31,46% pour le Togo, pendant que le Bénin est à plus de 38%, le Ghana 65%, la Côte d'Ivoire et tout ça. Ça veut dire que 2 tiers de ce territoire n'a pas accès à l'électricité. Oui, mais la question, World Economic Forum est crédible? Oui, mais c'est une organisation de la Banque mondiale et d'autres forums. Donc, donc ça veut dire que ce territoire n'est pas couvert. 2 tiers de ce territoire n'a pas accès à l'électricité depuis 57 ans après les indépendances. C'est extrêmement grave parce que lorsqu'on sait ce que l'électricité représente en termes d'impact de développement et tout, ça pose un problème. Donc si la société récupère tous ces fonds-là, elle pourrait l'injecter dans l'extension du réseau et dans la maintenance, au lieu d'aller faire des prêts et tout ça. Et c'est aussi important parce qu'il y a des esprits qui à un moment donné demandaient à ce que la société augmente le prix du kilowattheure. Oui.
Vous avez appris ça, que des gens, des petits malins étaient en train de proposer qu'on augmente le prix du Non, en fait, ça s'imposait parce qu'ils vendaient le prix à perte, ça s'imposait. Oui, mais quand on a 20 milliards de déperditions financières par an, alors qu'une lutte anticorruption en interne peut permettre de récupérer au moins la moitié ou les 2 tiers, mais je crois qu'il faut contenir la corruption en interne et ne pas rejeter le poids sur les populations. Et puis pour terminer, je vais dire que donc n'importe qui qu'on amènera à la CT ne pourra faire aucun miracle. La dernière fois, je vous parlais des sociétés qui fournissent les transports et qui participent à saboter les transports pour qu'on leur lance encore la commande. Ce n'était qu'un aspect de choses. Donc moi je pense que il n'y avait pas de miracle à faire. On va parler du foncier. Il y a un auditeur qui dit que pour payer maintenant les factures à la CET, il n'y a pas de caissier ou de caissière, qu'il faut s'aligner pendant des heures. Oui, bon, il y a Flouze. Je pense qu'on paie maintenant par Flouze, par T-Money aussi. Il faut que la CET multiplie les agents de caisse pour que bon. Oui, mais c'est de ça qu'on parlait la dernière fois ici. Je crois qu'il y a eu quand même des licenciements, ou du moins on a remercié des gens qu'on n'a pas encore remplacés. Bon, je crois que quand ça sera fait, peut-être l'ordre sera rétabli. Alors, on parle du foncier maintenant, avec l'atelier, le Forum national sur cette question. Depuis mardi, le gouvernement et les acteurs concernés sont en train de réfléchir pour trouver un meilleur canal. Est-ce que aujourd'hui, on pourra finalement déboucher sur la sécurité foncière au Togo, Fabrice? Bon, je ne dirais pas que c'est un combat perdu d'avance, mais je crois que on est allé un peu trop loin pour pouvoir faire marche arrière dans certains domaines. Mais il faut toujours faire quelque chose. Le code sera là. Parfois, on a les tests, mais qu'on n'applique pas pour certaines raisons et autres. Aujourd'hui, même parfois, l'État même est pourchassé sur l'occupation de certaines terres, l'État togolais lui-même. Comment ça? Bien évidemment, moi j'ai vu des bâtiments administratifs sur lesquels on a écrit à casser. Il y a l'état civil de l'Egbasito, jusqu'aujourd'hui ça figure sur un terrain où c'est fini. Oui, on est venu mettre à casser, on a mis de la peinture, on a encore mis à casser. Donc ça voudrait dire que l'État même est menacé sur son propre territoire. Cela voudrait dire que et depuis le jour où la terre appartient aux collectivités, aujourd'hui faire marche arrière pour pouvoir peut-être qu'il aurait fallu une dictature beaucoup plus éclairée pour régler ce problème une fois pour de bon. Mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Même des gens qui n'avaient même pas, dont les vieux parents n'avaient même pas de terre aujourd'hui, compte tenu des moyens que certains ont, sont devenus propriétaires terriens. Quelqu'un proposait que dorénavant on vende la terre à l'État et que maintenant ceux qui veulent acheter chez l'État. Oui, or aujourd'hui quand vous cherchez à savoir qui sont les propriétaires terriens, ce ne sont pas forcément les collectivités. Il y en a qui ont acheté des hectares et aujourd'hui une loi comme cela ne les arrangerait pas. C'est un réel problème. Et cette histoire d'antidater les titres fonciers et tout cela aujourd'hui, quand vous vous lancez dans l'achat d'un terrain au Togo, c'est une opération à haut risque. Oui. Et vous voyez les gens faire des AVC pour ça. Vous savez combien un fonctionnaire togolais gagne. Oui. Et vous savez l'attachement que les Togolais ont pour le fait qu'il faut avoir un terrain. Vous faites un prêt sur peut-être 3 ou 4 ans, vous avez le terrain. Et bon, et puis... Vous faites un autre prêt pour bâtir. Pour bâtir, vous commencez, et puis bon, tout de suite, on vient écrire terrain litigieux, déjà vendu, danger, tout cela et autres. Et ça pose un réel problème social aujourd'hui, et parfois ça entraîne des morts. Et donc, c'est vrai que des choses sont en train d'être faites, mais moi, je suis en train de voir vraiment... ce sera une solution miracle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais aussi longtemps que la terre n'appartiendra pas à l'État, ça va être difficile de gérer certaines situations. Très bien. Je crois que dans ce domaine, il faut passer à une thérapie de choc. Je m'explique. C'est quoi votre thérapie de choc? Je m'explique. Parce que il faut... Je ne dis pas qu'il faut casser... le thermomètre pour résoudre le problème du palu, mais il faut aller de manière très forte. La Banque mondiale a relevé que, dans le rapport de 2016, que le Togo a le système foncier le plus lent en Afrique. C'est d'ailleurs sur ces rapports-là que le gouvernement togolais a été poussé à organiser cet atelier avec l'appui des Américains. Parce que dans le système de MCC, les Américains ont insisté pour qu'on aille vraiment à ce forum. Et des bribes d'informations que moi j'ai, il y a des propositions qui sont faites, c'est aujourd'hui la fin,
il y a des recommandations qui sont faites, du genre par exemple, désormais, pour acheter 20 hectares, il faut demander une autorisation et justifier pourquoi vous voulez acheter les 20 hectares. Maintenant, la question qui se pose, ceux qui ont déjà acheté les milliers d'hectares, ils font quoi? On en fait quoi? Donc, des gens proposent à ce que, et je crois qu'il faut que la société civile, les journalistes, tout le monde soutienne cette proposition, que d'abord on fasse un registre de tous ceux qui ont pris les terrains dans le pays. Hein, on dit qu'il y a quelqu'un, un ancien ministre, Yaokouna Leklo, qui a acheté un domaine de 3000 hectares. 3000 hectares de Agou, dans une localité qu'on appelle Adamé. Comment 3000 hectares vers la frontière. Toute la zone, on lui a vendu, non? ils ont pris toute la zone. Et donc, que tous ces terrains-là, il y a un registre pour répertorier tous ces terrains-là. Ça, c'est plus grand que le Vatican. Mais je te dis, c'est plus grand que le Vatican pour répertorier tous ces terrains-là. Et maintenant, voir les propriétaires. Si l'État doit faire une compensation à ces propriétaires-là, il faut aller vers là pour que ces terrains reviennent dans le domaine public. Parce que si on adopte une disposition ou une loi pour dire désormais, pour acheter du terrain, vous ne pouvez pas dépasser 20 hectares, ceux qui ont déjà acheté 1000 hectares, il faut qu'ils retrocèdent. Sinon, cette loi sera injuste. Elle ne pénalisera que ceux qui veulent acheter maintenant. Ceux qui ont acheté avant, donc on les laisse tranquilles, ils peuvent vous revendre comme ils veulent. Et donc je crois que... rétroactivité de la loi. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on est allé trop loin. Je crois qu'il faut y aller de manière subtile, mais très forte pour régler ce problème-là. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir parce que depuis que la terre a pris de la valeur, on le sait, ça crée des problèmes ailleurs. Les collectivités ne veulent plus rien lâcher et ça devient un désordre total. Mais il faut faire en sorte que le Togolais qui achète le terrain demain ne reste pas dans sa maison et que quand Dieu vient pour dire que c'est Kossi qui a vendu, que lui n'était pas héritier, c'est nous qui sommes les héritiers, tout ça. Il faut régler ce problème une fois pour de bon. Et je crois que cette affaire n'a rien de politique. Il faut que les gouvernants mettent de la manière forte pour régler ce problème. Mais quand des gens, des anciens ministres, vous l'avez dit, quand des officiers, quand des barons ont acquis ça, ça va être compliqué à gérer. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut y aller. C'est-à-dire que celui qui achète 3000 hectares, il veut faire quoi? Il veut amener le terrain au ciel? Non, à un moment donné, il faut le lui prendre. Il veut revendre après. Oui, mais il faut le lui prendre. D'abord, il faut demander dans quelles conditions il a acquis les 3000 hectares. Dans quelles conditions? Vous allez accélérer. Non, parce que le fond du problème, parce qu'il faut désamorcer une bombe. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont le pouvoir politique, ils ont les terrains. Pas forcément. Non, il y a ça. C'est-à-dire dans ça, il y a aussi des privés. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, vous allez dans une zone, vous voulez acheter, on va vous vendre à vil prix. Oui, mais excuse-moi. Dans une localité où vous prenez 3000 hectares, si demain les gens trouvaient moyen de vous chasser des 3000 hectares, ils le feront. Ils le feront. Dans un village où vous allez vous acheter tout le village, et les villageois n'ont plus rien. Demain, quand les gens vont se soulever, vous avez beau avoir une ferme là-bas, les gens vont vous dégager. Mais vous aurez ce terrain, mais vous ne pouvez plus l'exploiter parce que la population de la zone va se soulever contre vous. Donc il faut désamorcer ces problèmes-là. Merci beaucoup, Ferdinand Ité. Loïc Lawson a après le problème est délicat. C'est le temps de l'action aujourd'hui. Hein. Oui, c'est le temps de l'action dans la mesure où il faut régler le problème. Oui, déjà on parle du problème parce que pendant longtemps la presse a voulu qu'on parle de ce problème et ça n'a jamais été fait. Oui. Mais je suis aussi d'accord avec Fabrice quand il dit que c'est compliqué, on est allé trop loin déjà. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais j'avoue que le problème est aujourd'hui très loin. Le problème foncier, comme le disent les confrères, les gens qui ont payé des domaines entiers, des petites villes entières, et aujourd'hui vous voulez leur dire non. Tu vois, c'est compliqué. C'est pour dire qu'ils ont le papier. Ils sont arrangés pour avoir le papier. Oui, ils sont arrangés pour les avoir facilement. Et pour dire que, tel que les choses se passent actuellement, mon frère, plus personne n'est en sécurité. Tu es d'accord avec moi? Tu es dans ta maison, mais tu sais que demain quelqu'un peut venir. 20 ans, 30 ans. Un voyou peut venir tout le soir et crier quand tu dors que il y a un problème. C'est comme ça, ça se passe. C'est ça aussi la réalité. C'est pour ça qu'il y a ailleurs. Ailleurs, tu sais, et je crois que même dans notre test, c'est comme ça. Mais il paraît que le test n'a jamais été respecté. Tu ne peux pas vendre, même si c'est une collectivité, un terrain qui n'a pas de titre foncier. Les tests, c'est comme ça. Ailleurs, c'est comme ça. Parce que ailleurs, comme c'est l'État, oui, ailleurs comme c'est l'État qui le vend, donc il le vend déjà avec titre foncier. Oui. Et je crois que c'est une des pistes ou des solutions qu'il faut soit réveiller s'il n'y a pas ça dans les textes, soit réécrire dans les textes. Que tu veux vendre un terrain, ça peut être dans n'importe quelle brousse,
il faut qu'il y ait un titre foncier. Tu vois, là déjà, il y a un blocus. Ah oui, si. On bloque les gens à ne pas aller courir pour faire. Voilà. Parce que quand on connaît les procédures pour les titres fonciers, comment ça se passe. Mais voilà un pays où on a laissé tout le monde faire. Les réserves, ceux qui ont le pouvoir, l'ont prise aujourd'hui. Ils ont payé. Demain, qu'est-ce que ça sera? Ceux qui ont payé de manière honnête, en ne sachant pas que c'est une réserve, c'est à eux qu'on vient de créer des problèmes. Des ministres sont dans le gouvernement, ils ont pris même occupé des voies publiques. Mais ils sont dans le gouvernement. Mais chargé de l'urbanisme, mais qui prend la voie publique? Lui-même. C'est ça. C'est la voie qui est venue le retrouver. C'est ça la réalité. Est-ce que le vrai problème du foncier aussi, ce n'est pas que l'urbanisation est venue un petit peu en retard? Non, plus qu'en retard, parce qu'on n'a pas réfléchi à l'avance sur comment construire notre... Il n'y a pas eu un plan. C'est l'anarchie totale. Tout le monde construit comme il veut, tout le monde prend ce qu'il peut prendre comme le pain de terre. C'est la course à l'enrichissement. Oui, parce que là où l'État... Allez-y, bien le faire. C'est moi, certain, quand tu parcours, tu ramasses des yeux certains aspects de notre vie publique, que tu conclus que ceux qui nous dirigent, à commencer par Faure Gnassingbé, ne sont pas forcément des dictateurs. Vous m'excusez, ce n'est pas une dictature au sommet de ce pays. Ce n'est non plus une démocratie, mais c'est un regroupement de désordonnés qui gère... Attendez, comment on peut comprendre? Je vous donne un exemple. Quand vous prenez... Là, vous allez trop fort, excusez-moi. Non, s'il vous plaît. Mais on peut être un dictateur éclairé. Avec il y a demain certains désordres, on ne les a pas vécus. Je vous donne un exemple. Quand tu vas actuellement au niveau de Limousine... vous glorifiez demain aujourd'hui. Non, ça c'est sur certains aspects, c'est pas la première fois. Même quand tu suis nos écrits là où c'est louable, on les dit bravo, on les tire les chapeaux. C'est clair. Ce n'est pas une enquête, c'est ce que tout le monde voit que de ça tu parles. Ce que tout le monde n'a pas l'argent d'être ici. Vous parlez. Si tu dis qu'il a demain été le plus mauvais, alors qu'il a fait bien en temps à Ferdinand, comment tu vas t'en sortir? Donc, il faut reconnaître. Donc, il faut à un moment donné reconnaître. C'est clair. Quand on va actuellement au niveau de Limousine, pas loin de l'antenne, la grande antenne là-bas, un peu à côté de Maître National là-bas, tout un carré, je crois 2 carrés collés, on vient de mettre il y a à peine 2-3 semaines, réserve dégagée. Ah oui. C'est l'État même qui a mis ça. J'ai les photos. Où est-ce que l'État se trouve pour que tout le quartier, il n'y a pas un lot vide là-bas? Il semble que la zone n'était pas approuvée avant. Je dis, il n'y a pas un lot vide là-bas. Je suis allé, j'ai rencontré les propriétaires, j'ai rencontré les premiers qui sont installés. J'ai actuellement des dossiers des gens, les dossiers administratifs de leur terrain, de leur immeuble qui sont là-bas. Quel État a signé ces documents administratifs? Quel État se réclame aujourd'hui propriétaire des réserves? Ce n'est qu'un exemple. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est qu'un exemple. Donc quand dans une république... Mais les 3 tampons, s'il vous plaît. Dieu seul sait qui les fait. Mais s'il vous plaît, quand dans une république, on arrive à ce stade-là, c'est grave. Et puis quand on parle, ceux qui sont allés jusqu'à acheter 1000 hectares, chez moi là-bas, le plus solide qui a acheté, plus gros, c'est 1000 hectares. Je viens d'apprendre par le confrère que, un peu encore à côté de vous ici, quelqu'un a pris 3000 hectares. Dans les pays qui se respectent, où il n'y a pas de désordre, on dit, à moins que vous voulez installer une zone industrielle, et que vous démontrez que moi j'ai les moyens pour installer telle usine de production, vous ne pouvez pas acheter le terrain jusqu'à une certaine superficie. Non, là il faut faire attention. C'est ce que Ferdinand disait. Il faut légiférer d'abord. C'est pourquoi je dis, dans les pays où il n'y a pas de désordre, il y a ces garde-fous là qu'on prend. Maintenant, oui, allez-y. Oui, je disais c'est ça le problème. Aujourd'hui, lorsque par exemple Abi dit que les gens sont allés, ils ont fini leur immeuble et c'est maintenant l'État vient réclamer. Est-ce que vous savez que c'est pour ça quand on dit que bientôt on aura un code, moi jusqu'alors ça ne me rassure pas. Parce qu'en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tests. Par exemple, pour faire une maison, il faut un permis de construire. Oui. Combien de personnes ont eu le permis de construire dans cette capitale Lomé avant de faire leur maison? Et même avant de bâtir sur un lot, il faut être sûr d'avoir eu tous les papiers, c'est-à-dire le titre foncier. Mais il y a tellement de difficultés à l'avoir que parfois les gens finissent leur
immeuble sans avoir eu tous les papiers et un jour ça pose problème. C'est un peu cela aujourd'hui. Même quand on parle de la question de l'urbanisation, effectivement, il faut légiférer. Sinon, s'il n'y a pas une loi, aujourd'hui, il n'y a aucune loi au Togo qui interdit aux gens d'acheter les terrains comme ils veulent. Tu as l'argent, tu achètes. Mais s'il y a une loi qui interdit, par exemple, quand vous prenez la ville de Lomé, aujourd'hui, une fois nous avons fait une tournée avec les architectes, il y avait près de 8000 lots vides en pleine ville de Lomé. 8000 lots. 8000 lots. C'était avec l'ONAT, l'Ordre national des architectes. Et ça crée un problème de sécurité parce que, à qui appartiennent ces lots-là? C'est des gens qui ont déjà plein de maisons. Et peut-être qu'ils en ont acheté pour leur progéniture, mais au même moment, un cadre aujourd'hui qui a les moyens d'acheter un terrain, il est obligé d'aller jusqu'à Michintove ou construire dans la brousse où parfois il n'y a pas de lumière. Alors qu'au même moment, donc ça voudrait dire, si on légifère, on dit, lorsque vous prenez un lot de terrain dans cette zone, voilà le plan qu'il faut faire. Et vous avez au plus tard 2 ans pour l'occuper. Si vous ne l'occupez pas, on vous le reprend. Quand il y a les tests clairs comme ça va aller. Mon frère, je suis d'accord avec toi, sauf que la législation, elle existe. Sauf que ça ne se respecte. Je vous donne un exemple. Quand on dit actuellement que, mais une chose c'est de légiférer, d'avoir les textes. C'est pour ça que j'ai dit, même l'autre chose c'est de l'air. Je vous donne un exemple. Quand on vous dit qu'un titre foncier est inattaquable, et que Ferdinand et moi et Amouzon se retrouvent, chacun avec son titre foncier autour du même lopin, vous accusez qui? Non, il y a comme ça. Mais je peux vous donner des titres fonciers sur un terrain donné. Plusieurs titres fonciers appartenant à différentes personnes signés par l'État togolais autour du même terrain. Ça se passe ici. Ce n'est pas un secret. Quand tu vas à la justice actuellement, c'est plein de ces dossiers comme ça qui déambulent. Donc actuellement, qui va accuser. Donc moi je pense que j'ai eu des primeurs par rapport aux éventuelles dispositions qu'ils veulent mettre dans le code pour vraiment voir si c'est possible. Alors, donc, pas facile, ils sont en train de terminer le forum. On va voir si vraiment ça peut aller. Parce que très souvent, actuellement, ceux qui sont rentrés dans le foncier pour que l'injustice soit vraiment criarde, c'est les dirigeants. Ouais. C'est eux qui ont eu l'argent. C'est eux qui ont volé partout, ils ont l'argent et ils achètent. Non, attendez, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, d'accord, vous allez. Qui peut acheter 3000 hectares? Qui peut? Toi tu peux, moi je peux. C'est à 1000 francs. Et il faut aller voir le répertoire de ce monsieur qui a acheté. Il faut aller voir celui qui a acheté 1000 hectares chez moi. Les gens vont acheter des terrains à 50 000 après il va se comprendre. Donc moi je pense que je pense que s'il y a un secteur où le désordre a vraiment pris corps, qui ronfle, c'est le foncier. Bon, espérons que avec ce forum, semble que comme la justice est là-dedans aussi, ça complique un petit peu la tâche. Alors, ce qui serait mieux, le premier qui occupe le terrain, c'est à lui qui appartient le terrain. Quand on parle, on est dans le contexte de double vente, triple vente, tout ça. Moi, je crois que tout ça. Est-ce que c'est pas facile comme ça de régler le problème? Bon, c'est pas évident, mais moi. Non, attendez. Il y a 3 personnes qui réclament le même terrain. On voit les reçus de vente. Mais de toutes les façons. Le premier a acheté le terrain. De toutes les façons. On lui donne le terrain. Oui, de toutes les façons. C'est une piste. Tout ça. Le premier, comment tu vas le reprendre? On antidate parfois même les documents. Tout ça est alimenté par la corruption. Tant qu'on ne va pas régler le problème de corruption dans nos services, dans l'administration, dans le système de cadastre et tout ça, on ne va pas s'en sortir. Parce que dans ces histoires de code foncier, il y a énormément d'avantages. Aujourd'hui, avec ce que la Banque mondiale propose, on aura même un cadastre régional. Pour qu'on maîtrise, parce qu'on ira même à la décentralisation. Il y a plusieurs aspects dans cette histoire-là. Et ça permettra aussi à l'auteur, comme on vient de le dire, de pouvoir taxer les habitations. Les habitations. Parce que si on a un cadastre numérique, par exemple, on peut savoir qui sont ceux qui ont les lots vides dans Lomé, ils ne construisent rien dessus. Pourquoi? Parce que dans certains pays, dans certaines capitales, ceux qui ont des terrains nus sont plus taxés que ceux qui ont des terrains bâtis. Parce que vous avez bloqué le terrain, vous ne faites rien pendant des années, on vous taxe. C'est beaucoup d'argent pour les communautés, pour les mairies, pour l'OTR et tout ça. Donc je crois que la réforme va générer beaucoup de choses. Maintenant, il faut y aller, de mon point de vue. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Le problème est déjà, la gangrène est déjà très, je sais pas, poussé. Il faut y aller. Demandez comment Paul Kagame, après le génocide, a fait pour maîtriser ce pays en termes fonciers. Mais il faut chercher, vous allez voir. Donc je crois qu'il y a des exemples sur lesquels on doit se baser pour régler ce problème une fois de bon, parce que les réticences sont énormes. Les chefs traditionnels sont réticents. Bien sûr. Parce que c'est eux qui signent
les premiers papiers pour Ça, ils gagner se un battent peu même d'argent. pour être Les chef. géomètres sont réticents. Les géomètres sont réticents. Ceux qui achètent déjà les terrains sont réticents. Certains notaires sont réticents. Mais je crois que l'autorité suprême doit vraiment agir de main forte pour qu'on puisse casser cette... Loïc Lawson. C'est vrai qu'on ne peut pas trouver une solution à ce problème qui Non, existait avant, avant notre naissance. On ne peut pas trouver une solution dans ce studio, je vais dire. On ne peut pas trouver une solution dans ce studio. On est en train de trouver des pistes, de spéculer là-dessus. Mais allez lire. Vous savez, le problème ne sera pas résolu tant que ceux qui discutent ou ceux qui sont autour du sujet sont en les mêmes... Les mêmes que le terrain. Qui ont les terrains et qui ont les avantages. Est-ce que vous avez l'occasion de temps en temps de regarder dans le journal officiel? Regardez dans le journal officiel qui paraît, vous verrez si ce n'est pas le même nom que vous verrez tous les jours. Quand on parle de titres fonciers là, au moins quand vous voulez, ils sont cachés. Parce qu'ils savent que les gens ne regardent pas le titre officiel, dans le journal officiel. Allez dans le journal officiel, vous verrez les noms. Les mêmes noms reviennent. C'est les mêmes noms. Je sais de quoi je parle. Je suis d'accord. Regardez dedans. Et vous allez savoir qui sont ceux-là qui paient les terrains et le truc là. C'est ça la vérité. Maintenant, il y a l'autre aspect aussi, et sur lequel le gouvernement doit très vite tabler, c'est les industriels européens qui aujourd'hui s'accaparent aussi les terres. Ah oui, les étrangers aussi. Ils viennent aujourd'hui, les multinationales, parce qu'en Europe, il n'y en a plus, ils n'ont plus de responsabilité. Maintenant, c'est en Afrique, ils viennent payer des villes comme Tchévier, entières, ils payent des villes entières, j'ai déjà envie de dire. Et ça aussi, il faut vite maîtriser cela, parce qu'ils viennent, ils corrompent les autorités. Les Chinois. Oui, ce sont eux justement. Et ils prennent des hectares pas possibles. Et vous serez un jour chez vous, mais vous ne serez pas chez vous parce que ce sont à eux appartiennent. On va les renvoyer. Monsieur, malheureusement, je dois rendre l'antenne. Je vais juste vous dire que, quand on raisonne comme ça, le développement prend un coup. Je crois que si on prend des terrains pour des projets qui peuvent arranger, je sais pas, les communautés. Non, mais c'est que je t'ai dit, c'est même condamné pas à l'international aujourd'hui. Mais moi, je crois qu'au Togo, on a un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a certains projets qui sont bloqués parce que les gens disent, ah, c'est les terrains de mes aïeux, je ne peux pas bouger. Et tout cela, vous allez voir même des hameaux en pleine capitale. Comme on le dit, à un moment donné, on peut imposer des plans par quartier. Mais si tu n'es pas capable de faire R+1 dans ce quartier, tu vends ton terrain, tu vas ailleurs. Entre autres dispositions qui peuvent sortir de ce forum, d'après il y a maintenant possibilité de remettre en cause un titre foncier. Ah oui? Ouais, c'est pas possible. Non, c'est grave. Ça veut dire, hein? Puisqu'on dit le titre foncier est inattaquable, et qu'autour du même terrain, trois titres fonciers se retrouvent. Là, c'est qu'il y a deux qui sont faux. Ça veut dire qu'on remonte pour savoir quel titre foncier est authentique. C'est de ça que je vais parler. Très bien. Merci beaucoup à Abi Alpha. Je rappelle que c'est vous, le patron du journal Le Rendez-vous. Fabrice Pétiesi gère le journal Le Libéral. Loïc Lawson, flambeau des démocrates. Et Ferdinand Haïté, l'alternative. Merci d'être venu pour le débat. Merci à vous. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle aventure sur la radio. Appelez-moi Eric Gator. À très bientôt. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.